vous donne des arguments qui ne sont pas des arguments valables. On va vous dire « Ah, mais ça fait 70 ans que la France n'a pas été en excédent. » D'accord, ok, très bien. Pourquoi il faut être en excédent ? Les États-Unis, ils ont été 3-4 fois en excédent. Où ça va craquer ? Non mais n'importe quoi. On emprunte encore à des taux extrêmement faibles, beaucoup plus faibles que ceux des années 90. Puis on vous dit des choses, jamais un ménage n'aurait une dette comme ça. Non mais réfléchissez, hein, ceux qui ont un petit appartement qui ont acheté, ils ont une dette, ils sont à 500-400% de dette et ils rembourseront sur 25 ans. Donc il faut que tout le monde se calme. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Instant Porcher. Vous m'aviez manqué, merci pour tous vos gentils messages et merci à Nadia et Amine qui ont assuré l'intérim. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que, alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça. Et le média a absolument besoin de vous pour imposer sa place à la télé. Faites un don défiscalisable sur tnt.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi cette semaine au programme, qu'est-ce qui préoccupe les Français et les candidats à la présidentielle sont-ils à la hauteur des enjeux? On va décrypter tout ça, c'est parti. Ça y est, la présidentielle, c'est dans moins d'un an. Tout le monde se lance dans la course et les sondages commencent à se multiplier aussi. Le 9 mai, Ipsos a publié un baromètre sur les préoccupations des Français. Toute proportion gardée, c'est quand même plutôt révélateur et pas vraiment en phase avec les sujets des plateaux télé. Bon, à part le nôtre, bien sûr, n'oubliez pas, rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Alors, qu'est-ce que nous dit ce sondage ? Dans le top de ce qui préoccupe les Français, on retrouve 1. Les difficultés en termes de pouvoir d'achat à 49%. 2. L'avenir du système social à 41%. 3. Le niveau de la dette et du déficit à 30%. 4. Le niveau de délinquance à 29%. Et 5. Le niveau de l'immigration à 26%. Et puis après, on retrouve protection de l'environnement, crise internationale, inégalité. Thomas, l'économie, j'ai l'impression, est quand même très présente là dans les préoccupations dans le top. Oui, c'est très impressionnant. Parce que normalement, il y a un sujet, puis après, on arrive à des sujets type délinquance, immigration. Enfin, c'est les sujets dont on parle tout le temps sur les plateaux. Et là, on voit que les 3 premiers sujets, c'est des sujets économiques. Et ce qui est assez marrant, c'est des sujets sur lesquels, en fait, quand c'est abordé dans les médias traditionnels, on vous dit qu'on ne peut rien faire. Pouvoir d'achat, c'est difficile. On demande toujours au consommateur de s'adapter lui-même, mais on ne pourra pas augmenter les salaires, sinon les entreprises tomberont. La question du modèle social, il n'est vu que par la réforme, c'est-à-dire qu'on a été trop gâtés, on va devoir travailler plus longtemps, on va devoir faire attention aux arrêts maladie, enfin tout ce qu'on débunk chaque semaine ici. Et le troisième, qui est la dette et le déficit, on vous dit toujours, il va falloir fortement réduire les dépenses publiques et faire des efforts, sinon nous sommes en danger de mort. Et ce que l'on promet finalement dans les 3 premiers thèmes qui sont les soucis des Français, c'est un ajustement par les gens. C'est-à-dire on ne propose jamais quelque chose d'autre qui pourrait amener les gens. On leur dit ça va être dur. On leur promet du sang et des larmes sur les 10-15 prochaines années. Et c'est des préoccupations des Français. Alors qu'en réalité, et on le dit souvent ici, il y a d'autres voies qui sont possibles. On voit que à chaque fois, et tu l'as dit, le pouvoir d'achat se hisse très souvent en tête des sondages, de ce genre de sondages de préoccupation, etc. Comment on améliore concrètement le pouvoir d'achat ? Parce que toutes les études de l'INSEE le montrent, le pouvoir d'achat baisse, les privations matérielles augmentent en 2026 en France, quand même, ça paraît fou. Ouais. Donc comment on augmente concrètement le pouvoir d'achat ? Alors, la façon qui est mise en avant par les libéraux, et même par une partie de la gauche, c'est toujours de réduire ces histoires de cotisation, de réduire la différence entre le brut et le net, avec cette idée que si tu retires des lignes de cotisation, le net va être plus élevé et il va converger vers le brut. On l'a dit plusieurs fois ici, c'est pas assuré. Parce que vous savez, quand vous retirez des cotisations, l'employeur il peut aussi baisser le brut, et lui ça lui fait une baisse de coût et il fait plus de profit. Rien n'est assuré qu'il va augmenter le net. On a vu plusieurs fois des réformes fiscales qui avaient pour but de faire baisser les prix, comme des baisses de TVA, et qui n'ont pas fait baisser les prix, qui ont juste fait baisser les marges que se faisaient les entrepreneurs et parfois même les dividendes que touchaient des actionnaires. Donc rien n'assure que ce soit le cas, et surtout quand on retire ces lignes de cotisation sociale, on retire du salaire différé, c'est-à-dire on retire de la prise en charge de soins, on retire la prise en charge du chômage, on retire des cotisations qui vont aux retraites. Donc ça, c'est la première solution qui est mise en avant par les libéraux, qui veut dire en fait qu'on ne peut jamais augmenter les salaires. On ne peut pas les augmenter, les entreprises ne peuvent pas. Voilà, ça c'est la première des choses. Et puis il y a d'autres qui pensent qu'on peut le faire, notamment en augmentant le SMIC. Et ça, il faut, le salaire minimum. Aujourd'hui, on l'a dit plusieurs fois ici, c'est plus un salaire minimum. Je connais peu de gens qui arrivent à vivre avec la hausse des dépenses contraintes, normalement avec un SMIC. Donc on peut augmenter le SMIC, ça c'est par décret. Et puis après, on peut faire en sorte d'indiquer dans les accords de branche que c'est le SMIC
qui est pris en compte, parce que c'est rarement le SMIC qui est mis dans les accords de branche. On met par exemple 1 000 euros, et donc 1 000 euros, quand le SMIC augmente, il n'y a pas d'impact sur le reste de l'échelle des salaires. Or, si dans les accords de branche on met le SMIC, l'État dit qu'il faut que le SMIC figure, dès que le SMIC augmente, toutes les échelles continuent à augmenter. Donc il faut bien comprendre qu'à un moment, il va falloir que le partage de la richesse se fasse un peu différemment, et que ce ne soit pas toujours le salarié qui soit la valeur d'ajustement, mais qui récupère une partie, une partie supérieure de la richesse créée. À chaque fois qu'on parle du débat de l'augmentation du SMIC ou des salaires en général, on dit oui, mais les petits commerçants, les petits artisans, etc., ils s'en sortiront pas. On prend toujours le souci de la PME qui n'arrivera pas à augmenter les salaires, etc. Déjà, on est d'accord que quand on est un État, on peut faire une politique différenciée entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Et puis, on dirait que les PME n'ont pas d'argent parce que les PME sont vouées à ne jamais avoir d'argent. Mais si les PME aujourd'hui galèrent plus que les grandes entreprises, c'est bien parce que les grandes entreprises existent. Donc, il y a aussi quelque chose à faire là pour que les PME soient plus pérennes, soient plus rentables. Alors déjà, il faut le dire, vraiment, plus de 50% des salariés, c'est dans des grandes et entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire quand même des entreprises qui ont une surface, ce n'est pas des petites entreprises. Qui peuvent se permettre d'augmenter les salaires. Très clairement, qui peuvent probablement se permettre d'augmenter les salaires. En tous les cas, qui ont une politique fiscale très avantageuse pour elles ces dernières années et qui peuvent avoir des marges de manœuvre. Et voilà, et c'est un choix après. Personne n'a envie d'augmenter son coût parce que tout le monde préfère faire une marge supplémentaire. Mais à un moment, c'est une question de rapport de force que les salariés doivent mettre aussi en place avec le patronat. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est à l'État aussi un petit peu d'aller trancher. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est que quand on regarde les grandes études qui ont été faites sur les entreprises, PME comprises, le premier frein pour elles, c'est le carnet de commandes. Le carnet de commandes est vide. Et pourquoi il est vide ? Justement parce que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat. Une grosse partie des PME, leur implantation est locale. Leurs clients sont au niveau local, même la grande majorité en réalité. Plus de 85-90% des PME, c'est un ancrage local. Si les gens n'achètent plus, c'est parce qu'ils n'ont plus de moyens. Si les gens ne vont plus acheter leur pain, je ne sais pas moi, à la boulangerie, mais vont l'acheter en supermarché, c'est qu'il n'y a plus de moyens. Il y a des arbitrages. Si les gens ne vont plus manger au resto, parce que là, il y a beaucoup de gens, des restaurateurs qui se plaignent que les gens ne vont plus au resto. Mais c'est parce que ça coûte cher par rapport aux moyens qu'ils ont. Donc l'économie reste un circuit. Quand vous augmentez les salaires, effectivement, vous augmentez les charges pour certaines personnes, mais vous augmentez aussi les débouchés pour d'autres. L'économie, c'est un circuit, et ça, il faut le rappeler. Et après, il y a plein de types de métiers qui sont au SMIC, qui ne sont pas mis en concurrence avec l'étranger. Par exemple, les aides à la personne, tous ces métiers-là, qui sont des métiers finalement qui n'ont pas de concurrence, qui n'ont pas lieu d'être compétitifs par rapport à je ne sais quoi, à l'extérieur, parce que c'est toujours cet argument qui est mis en avant. C'est des métiers en fait qui sont très utiles et qui sont payés à des salaires très faibles. Et là, si on les augmentait, c'est juste encore une fois un rapport différent qu'on met dans le partage de richesses ou dans la priorité de gens qu'il faut augmenter, si ce sont des gens qui travaillent pour la mairie. Mais ça ne crée pas un choc de compétitivité négatif. Donc il faut faire attention avec ce qui est agité, en fait, un petit peu comme ça, avec une logique simple, un peu comme une formule magique, et pour empêcher en fait de bouger, alors qu'en réalité, il y a des possibilités de changer les choses. Puis si les PME ou artisans, etc., galèrent et disent « on ne peut pas augmenter le SMIC, nous, parce que ça nous faire... parce qu'on n'est pas assez rentable », il faut se demander aussi pourquoi ils ne sont pas rentables. Il y a aussi c'est pas organisé, mais c'est le système qui est mis en place, le système libéral encouragé, voire mis en place par le gouvernement, l'État, les libéraux, etc., du fait qu'il y a une concurrence entre les grandes entreprises, les firmes internationales qui ont une pression fiscale et des cadeaux, etc. Et puis en face, il y a la PME qui ne trouve pas de clients, il n'y a pas de donneur d'ordre, l'État ne passe pas commande auprès des PME, ou alors les sous-traitants sont... abandonnés par les grands groupes qui font ce qu'ils veulent et touchent de l'argent public. Enfin, je veux dire, il y a aussi un système qui organise le fait que les PME ou les artisans ne sont pas rentables et donc ne peuvent pas augmenter le SMIC. Et après, c'est ces mêmes gens-là qui font partie de ce système, qui disent sur les plateaux « Ah bah oui, mais vous savez, les petits artisans, ils n'ont pas l'argent d'augmenter le SMIC ». Et c'est tout ça, ça se rejoint pour nourrir le système libéral, en fait. Tout à fait. En fait, là, tu l'as très bien décrit. Quand vous êtes dans une position où il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de commande publique, il y a une concurrence déloyale, en fait, qu'est-ce qui vous reste après comme solution si vous pensez que ce cadre ne peut pas bouger ? Il vous reste la solution de dire on veut moins d'impôts, on veut moins de réglementation, on veut baisser les salaires. C'est à peu près ça, pour être plus compétitif. Parce que dans ce cadre-là, il n'y a que ça pour retirer des marges. Après, si le cadre bouge, ça peut être différent. Je vais te donner un exemple concret. Pendant le Covid, on a manqué de masques, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas en fabriquer. Il y a des gens qui se sont dit, tiens, je vais monter une entreprise française de fabrication de masques pour alimenter les hôpitaux, etc., etc.
Et il s'est dit, je vais compter sur la commande publique. C'est fabriqué en France, il n'y a pas de souci, on peut... Et bien en fait, la commande publique lui a commandé à peine, enfin sur les millions de masques qu'il commande, lui a commandé à peine quelques centaines de masques, alors qu'il est français. Mais pourquoi ? Parce qu'il, bien sûr, il va être plus cher que le masque chinois. Mais là, on ne peut pas parler de réindustrialisation, de souveraineté, si on ne participe pas à aider, alors que là, c'est vraiment les hôpitaux, etc., à aider à un moment les PME. Et pourquoi les hôpitaux font ça ? Parce qu'ils ont des dotations qui sont de plus en plus faibles, des dotations de fonctionnement. Et donc, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, on va alimenter l'industrie étrangère, on va créer de la dépendance future, alors qu'on a des entreprises qui se créent sur place et qui n'attendent que ça. Donc, vous voyez, ça c'est un problème de cadre, en fait, qui amène, après, les PME à souffrir et à se rabattre sur les questions de réglementation, etc. Toujours dans les préoccupations de ce sondage-là, on voit l'avenir du système social en deux tout de même, alors que quotidiennement, on entend des discours le casser, le décrédibiliser, etc. On en avait parlé, le système social, c'est quelque chose qui, malgré tout, tient encore à cœur des Français. Bien sûr. Moi, je pense que en fait, on ne les écoute pas, là, les Français. Ça, c'est impressionnant, parce qu'ils étaient contre majoritairement la réforme des retraites, mais très majoritairement. Oui, quasi unanimement. Voilà, quasi unanimement, chez les salariés, chez tout le monde, en fait. C'était assez impressionnant. Ouais. Et en fait, on ne les écoute pas. Et ce qu'on essaie de leur dire, maintenant qu'on n'a pas pu passer la grande réforme que le patronat ou que d'autres, que les think tanks rêvaient, on leur explique qu'ils n'ont pas compris, qu'ils sont inconscients, et que donc... ça ne tient pas, quoi. Le système de répartition ne tient pas, et donc il faut opposer ce qu'on appelle les boomers au reste de la population. Donc maintenant, tous les mots, en fait, les bas salaires, la précarité des jeunes, est de la faute maintenant des vieux. C'est pas de la faute du capitalisme, c'est pas de la faute de tout ce qui a été fait, c'est de la faute des vieux. C'est à peu près ça aujourd'hui le nouvel axe. À un moment, c'est de la faute des immigrés, à un moment, c'est de la faute des chômeurs. Maintenant, c'est de la faute des vieux. Voilà. Et on voit très bien comme il faut des divisions, en fait, pour que le capitalisme libéral puisse subsister. Alors qu'en réalité, c'est un choix. On a mis rappelons-nous quand même, on le dit souvent ici, on a mis 70 milliards de baisse d'impôts. Le CICE, c'est des milliards qu'on a mis, en nous promettant que ça allait créer 1 million d'emplois. Ça en a créé quelques dizaines de milliers, 100 000, voilà, créés et maintenus. Voilà. Donc là, ça a été un choix qui a été fait. Un chèque en blanc. Les 10 milliards de baisse d'impôts de production, c'est un chèque en blanc en disant oui, ça va relancer l'activité, c'est ce qu'on nous a dit à chaque fois. On a fait des chèques en blanc sur des promesses, voilà, des paris, sans savoir vraiment à quoi ça allait amener. Aujourd'hui, on sait après 10 ans que finalement les effets n'ont pas été aussi escomptés. Mais quand il s'agit de mettre de l'argent pour les retraites, pour que les gens puissent avoir une fin de vie, parce qu'on ne va pas vivre éternellement, une fin de vie heureuse à l'abri du besoin. C'est pas le grand soir, mais c'est à l'abri du besoin. Ah bah là, c'est plus possible. Donc vraiment, comme si on cotisait pas, comme si on participait pas à la valeur ajoutée. On parle souvent des aides aux entreprises. Ça a été des dizaines de milliards aussi. Comme ça, chèque en blanc, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Enfin, on a vu des dérives, des grandes entreprises qui ont touché ça et qui ont acheté des choses pour des filiales à l'étranger. Alors que là, il y a vraiment un choix. Donc, il faut sortir du débat, parce que quand sur le modèle social, on va nous dire quoi ? Ça ne tient plus, ça craque, c'est en déficit. Non, c'est un choix politique. Ça ne fonctionne plus. C'est un choix politique. Il y a eu un choix d'affaiblir le modèle social ces dernières années pour justement mieux le réformer et en finir. Mais c'est un choix politique. Et surtout, depuis l'après-guerre, il n'y a jamais eu de crash. Il y a eu des crashs boursiers, mais il n'y a jamais eu de crash du modèle social. Donc ceux qui promettent, oui, ça va finir, qui regardent un petit peu, qui va devant leur porte, parce que le capitalisme, il y a eu beaucoup de crash. Mais ça, le modèle social, c'est pas du tout le fardeau économique qu'on voudrait nous faire croire, en fait. Non, il apporte plus qu'il ne coûte. Très clairement, il apporte plus qu'il ne coûte. Et il faudrait, moi, je pense, ne pas avoir peur de réinvestir. Le vrai problème, c'est que là, il y a eu tellement de réformes que, en fait, les syndicats et tout le monde, nous sommes en défensive. Nous sommes en défensive. Il y a une réforme, on dit non, on ne veut pas de la réforme. Mais il faut aller plus loin, il faut être offensif. Il faut dire on va aller plus loin. On veut une plus grande protection. Voilà. On veut plus de postes de fonctionnaires. On veut investir. Il faut aller plus loin que la stratégie uniquement défensive, c'est-à-dire on ne veut pas y toucher. Non, on veut aller plus loin. On veut aller plus loin. On assume, on veut aller plus loin. Voilà, pas de problème. En 3 de ce sondage, on retrouve la dette et le déficit. Alors attention, ce genre de sondage, c'est pas quelqu'un qui demande qu'est-ce qui vous préoccupe en question ouverte et on propose ce qu'on veut. On a des suggestions de réponses au téléphone, on dit oui, non. Donc forcément, quand on entend à longueur de journée que le problème, c'est la dette et le déficit, ça crée une inquiétude. Est-ce qu'elle est légitime là ? Est-ce que quand on va faire ses courses tous les jours, qu'on vit en France, etc., notre premier problème, c'est la dette ou le déficit ? Non, je pense que les gens n'y pensent pas, mais ils sont tellement martelés. En fait, la dette, ils sont martelés depuis 20 ans dessus.
dans tous les médias, encore une fois, tous les think tanks, parce que le but derrière cette histoire de dette, pour les gens qui agitent ce chiffon, le but derrière, c'est de couper dans la dépense publique pour que les entreprises payent moins d'impôts. C'est ça le but. Le vrai but, c'est ça. Normalement, la logique, c'est de couper la dépense publique, de baisser les impôts. Macron a fait l'inverse, il a baissé les impôts, et puis après, il a fait de la modération sur la dépense publique, ce qui explique qu'il y a une partie, parce qu'il y a des résistances, et parce qu'il y a des résistances, parce que les gens ne veulent pas, voilà, parce qu'il y a des besoins. Donc il a fait de la modération, il a quand même affaibli le service public, mais il ne l'a pas complètement coupé, ce qui a fait que nous avons aujourd'hui un déficit. Mais le but, c'est vraiment d'agiter cet épouvantail pour, in fine, baisser les impôts, etc., et que ça profite à une partie des grandes entreprises. Mais sinon, la dette en elle-même, il faut tout de suite se calmer. Il faut se calmer. On vous donne des arguments qui ne sont pas des arguments valables. On va vous dire, ah, mais ça fait 70 ans que la France n'a pas été en excédent. D'accord, ok, très bien. Pourquoi il faut être en excédent ? Enfin, non, mais je veux dire, demain, pourquoi ? Les États-Unis, ils ont été 3-4 fois en excédent ces 70 années. Chaque fois qu'ils l'ont été, ils se sont remis en déficit parce qu'ils se sont dit, bon, si l'État est en excédent, c'est qu'il y a une autre partie de l'économie qui n'en profite pas, donc on peut se remettre en déficit pour qu'une autre partie en profite, parce que c'est ça en fait, quand tu es en déficit l'État, c'est que quelqu'un d'autre a un excédent dans l'économie. Alors moi je préfère que ce soit des gens qui en ont besoin, la santé, les retraités, ou d'autres gens qui profitent vraiment de ce déficit de l'État. Le problème là, c'est que on a mis l'État en déficit pour donner un excédent à des gens qui n'en avaient pas besoin. Les 1% les plus riches, qui ont 25% du patrimoine avec l'ISF, ou des grandes entreprises qui font déjà des bénéfices en milliards. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis, on vous dit des choses. Jamais un ménage n'aurait une dette comme ça. Non, mais réfléchissez. Ceux qui ont un petit appartement, qui ont acheté, ils ont une dette. Ils sont à 500-400% de dette et ils rembourseront sur 25 ans parce qu'ils ont une durée de vie limitée que l'État n'a pas. Donc, on met des choses dans la tête des gens où ça va craquer. Non, mais n'importe quoi. On emprunte encore à des taux extrêmement faibles, beaucoup plus faibles que ceux des années 90. Donc, il faut que tout le monde se calme. Notre dette a augmenté, comme dans beaucoup de pays, comme la majorité des pays riches. Peut-être un peu plus vite ces dernières années depuis la crise inflationniste, mais pas dans des proportions qui affolent ceux qui nous prêtent de l'argent. Donc tout va bien là-dessus. Donc là-dessus, tout va bien. Et il faut justement, pour finir, il faut résister au discours qui vise à faire peur, parce que derrière la peur, c'est la thérapie de choc, c'est la stratégie du choc de Naomi Klein. On veut vous faire passer des réformes que vous ne voulez pas, parce qu'on vous a fait peur. Mais c'est surtout qu'il faut bien rappeler, quand on nous parle dette et déficit, quand nous, on est un citoyen lambda et qu'on gère son budget, on est en mode « Ah oui, quand j'ai plus d'argent, il faut que je fasse des économies. » Mais il faut rappeler qu'un État, c'est pas une entreprise, c'est pas un ménage. C'est au moment où on gagne moins d'argent, où on voit qu'il y a moins de recettes, qu'il faut injecter, investir, etc. Parce que l'État, c'est une politique de très long terme. Et le déficit, plus on applique une politique d'austérité, plus on va creuser le déficit, parce que chaque choc va nous coûter une blinde. Et plus on appauvrit les gens, moins ils consomment, etc. Bon, ça, c'est un truc un peu capitaliste, consumériste et tout. Mais je veux dire, on ne gère pas du tout un État comme on gère une start-up. Bien sûr. Et la première des différences, c'est qu'un État a le pouvoir de créer de l'argent. Voilà. Alors nous, c'est la BCE, mais bon, on est quand même on est dans la zone euro. Mais une entreprise ne peut pas créer de l'argent. Un citoyen, il ne peut pas dire j'ai plus d'argent, j'appuie sur un bouton et je crée de l'argent. Ce que peut faire l'État, et ce qu'on a fait pendant le Covid, ce qu'on a fait pendant la crise 2008, on a créé de l'argent on a réinjecté de l'argent dans l'économie. Et puis après, tu fais bien de le dire, mais même quand on compare, un État ne fonctionne pas comme une entreprise et comme un ménage, mais même quand on compare aux entreprises et aux ménages, aujourd'hui, les entreprises ont des taux d'endettement supérieurs aux États. La dette privée est supérieure aux États. Des gens comme Elon Musk, ils ne vivent qu'en empruntant. Voilà. Et alors que Elon Musk a une durée de vie limitée. Donc, la dette fait partie intégrante, y compris du capitalisme privé. La plupart des gens qui montent... La première chose quand vous montez une entreprise, c'est que vous vous endettez. D'accord ? Et voilà. Et donc, je veux dire, il faut arrêter de tout stigmatiser sur l'État. La grande crise de 2008... c'est une crise de la dette privée, on ne le rappellera jamais assez, qui était très peu surveillée par le FMI et qui venait de l'économie la plus dynamique qui était les États-Unis. Donc non, notre dette publique, tout va bien, il ne faut pas se focaliser là-dessus et il ne faut pas avoir une vision en fait de peur qui est imposée encore une fois, et on le redit, on l'a souvent dit ici, pour permettre aux gens d'être pétrifiés et de leur imposer des réformes qu'ils ne veulent pas. Puis on le rappelle, investir nous rapporte plus que ça nous coûte. Ça nous coûte sur le moment, mais sur le moyen et long terme, ça nous rapporte beaucoup plus. Et surtout qu'il y a des secteurs où on peut investir et on sait où ça va l'argent, c'est très clair. Mais oui. Voilà. Et pendant ce temps,
Pendant qu'on n'arrête pas de dire il n'y a plus d'argent, c'est ric-rac partout, etc. On l'a vu la semaine dernière, les bénéfices de Total ont bondi de 50% au premier trimestre 2026. Merci à la guerre et merci à la hausse des prix à la pompe, parce que tout le monde le ressent. Thomas, il n'y a pas d'argent magique, mais par contre, il y a de l'argent à aller chercher quand on nous parle de dette et de déficit au final. Oui, tout à fait. On l'a dit déjà, on a baissé la fiscalité très fortement sur les entreprises sous Macron. Et puis surtout, on a un petit groupe d'entreprises qui s'appelle le CAC 40 qui fait de l'optimisation fiscale à outrance. On l'a souvent dit, 1500 filiales dans les paradis fiscaux. 40 entreprises, 1500 filiales. On peut se demander ce qu'elles y font. Aujourd'hui, vous avez une grosse partie des entreprises en fait, qui ont un système fiscal sur mesure et qui, à la fin, ne payent pas d'impôts. Alors, moi, j'entends toujours, il y a toujours les commentateurs de services qui n'y connaissent pas grand-chose d'ailleurs, qui vont vous dire « Oui, mais Total paye là où il produit ». Il y a même quelqu'un, j'ai vu, qui a dit... une journaliste qui n'en loupe pas une par ailleurs, qui a dit oui, les taux d'imposition au Nigeria sont de 80%. Non mais il faut se calmer tout de suite. C'est pas parce que le taux est écrit que les gens payent ça. Je veux dire, en Irlande, paradis fiscal en Europe, le taux d'imposition est 12%, Apple payait 0,005%. Donc il y a le taux légal et il y a le taux effectif. Et le taux effectif, moi, j'ai travaillé dans des pays producteurs, au Congo opérait, ou Total opérait, comme au Congo, et vous aviez un taux d'imposition qui était nul, parce qu'il y a des prix de transfert qui sont pratiqués. C'est-à-dire que vous êtes une société sœur dans un pays producteur, vous avez un taux d'imposition à 30 ou 80%, comme au Nigeria, soi-disant, ou 30% à peu près, comme en République du Congo. Vous vendez à une filiale sœur, vous appauvrissez votre filiale au Congo, donc vous ne payez pas d'impôt là-bas, et vous le payez dans la filiale sœur, qui est dans un paradis fiscal où les taux d'imposition sont faibles. C'est ça, on transfère les bénéfices là où il y a le taux d'imposition le moins... C'est les prix comptables, des prix de transfert qui sont pratiqués même à l'intérieur de l'Europe, qui sont légaux. Il faut juste montrer qu'on n'abuse pas. Voilà, mais c'est un système parfaitement légal. Et je veux dire, et ça, tout le monde le sait. Nicolas Sarkozy, qui n'est pas quand même un communiste, disait quand il a fait son élection en 2012, après avoir été président, il a dit ça dans une émission qui s'appelait Des paroles et des actes, la grande émission politique de l'époque. Et il a dit « Je me suis rendu compte que certaines entreprises, grandes entreprises, ne payent pas d'impôts parce qu'elles utilisent des prix de transfert. » Et donc là, il avait voulu créer un espèce d'impôt sur les super profits qui a été surnommé à l'époque l'impôt total dans les couloirs, l'impôt total, pour qu'on puisse payer une partie des impôts. Donc vous voyez, tout le monde le sait, tout le monde s'en rend compte. Pourquoi aujourd'hui les gens font comme si c'est super que ça fasse des super profits? Non, il faut aller voir ce que font les entreprises, parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait ces prix de transfert qui fait qu'on paye des impôts là où il n'y a pas d'impôts et qu'on en paye nulle part ailleurs. Puis surtout là, dans le cas de Total, c'est clairement un super profit, donc c'est pas un profit prévu avec une stratégie, un investissement, même ça, on peut aller les taxer, les profits prévus, il n'y a pas de souci, mais là on est sur un super profit, sur une base de guerre, de sang, de prix à la pompe pour les consommateurs. Donc comment c'est possible qu'on les laisse faire en fait? Parce que c'est pas le capitalisme n'est pas naturel, donc, mais ça c'est encore moins naturel. Parce que les gens se disent on peut pas, ça fait partie du jeu, et puis il y a toujours cette idée qui a tellement été ça fait partie du jeu, mais eux jouent pas le jeu. Ça fait partie. Pardon, je te coupe, mais ça fait partie du jeu, mais les actionnaires de Total et Total ne jouent pas le jeu vu qu'ils ne participent pas aux impôts, etc. Quand on joue au jeu, on ne peut pas tricher. En fait, la production de Total, pour être parfaitement clair, elle n'a pas bougé. En fait, ce qui fait qu'ils ont fait des bénéfices de dingue, c'est que les prix ont pris 50-60 $. Et voilà, ils ont fait vraiment des effets prix qui se chiffrent en plusieurs dizaines de millions en vendant la même quantité. Et ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire que tu vends le même produit, c'est juste que le prix a pris 50 $ et donc que tu gagnes beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que... Sur une guerre. Donc un événement que nous condamnons en plus en France, comme nous avions condamné l'invasion de la Russie en Ukraine et qu'ils ont gagné aussi énormément d'argent là-dessus. Ensuite, ils se disent, pour pas se faire taper dessus, je vais bloquer les prix en France, mettre un prix plafond, perdre quelques centimes, qui vont faire quand même à la fin quelques millions de pertes, mais l'effet balance fait que vous gagnez des dizaines de millions d'un côté, vous en perdez quelques-uns de l'autre côté, vous êtes toujours gagnant en évitant de vous faire taper dessus. Parce que ce que ne veut surtout pas Total, c'est une forme de taxe sur les super profits qui resterait finalement. Ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Donc, ils préfèrent perdre un petit peu quelques millions en mettant un prix plafond. Quoi. Voilà. Mais ils savent qu'ils les remettent, ils les regagnent complètement de l'autre côté. Et c'est en cela, en fait, qu'il faut quand même s'interroger sur le fait d'avoir des entreprises publiques des transports, de l'énergie, excusez-moi, des entreprises publiques de l'énergie. Nous avons EDF, qui est aujourd'hui 100% public. Si Total était 100% public dans un monde imaginaire, qu'est-ce qui se passerait? L'État pourrait déjà renoncer à toucher des actions, dire non, des dividendes. Cette année, je touche rien cette année, et on peut remettre cet argent
et le donner aux gens qui en ont besoin. C'est l'État qui choisit. Et puis après, l'État peut piloter les prix de l'amont à l'aval, puisque c'est une entreprise publique, et dire, voilà, ils ont gagné tant ici, on va leur redonner tant en bas. Ce qu'une entreprise privée fait également. Mais sauf qu'elle doit aussi payer ses actionnaires. Surtout, ouais. Surtout, voilà. Et elle le fait tout en voulant préserver, maximiser son profit. Ouais, voilà. Ce que l'État peut refuser de faire pendant une période, c'est-à-dire faire une marge ou zéro, mais pas maximiser le profit autant que ça. Voilà. On le disait, les présidentielles, maintenant, c'est dans moins d'un an. Donc, il y a 1 milliard de candidats, donc c'est un peu compliqué de faire le tri. Mais est-ce qu'il y a des vrais projets économiques, là, sur les questions qui préoccupent vraiment les Français ? Alors, je fais juste un aparté avant. Sur l'immigration et la délinquance, on rappelle que la délinquance, c'est lié à des logiques de précarité. Donc, forcément, voilà. Puis, il y a délinquance et délinquance. Hein, parce qu'on parle beaucoup plus d'une petite bagarre dans la rue que des violences sexistes et sexuelles qui sont en pleine explosion et dont personne ne fait rien. Donc, voilà. Et sur l'immigration, on rappelle encore une fois qu'au-delà des enjeux humains, du colonialisme, du capitalisme, etc., qui font que les gens immigrent dans la douleur et parfois dans la mort, que l'immigration ne coûte rien. Voilà, on est sur l'épaisseur du trait, on l'a déjà dit plein de fois, mais c'est bien de le rappeler. Je rajouterai une chose, on voit bien que les Français ne sont pas si bêtes, puisque finalement, malgré le bourrage de crâne qu'ils ont quand ils allument la télé sur ces questions-là, qui n'arrêtent pas, ils restent quand même sur les 3 premières questions, sur des questions économiques. Oui, les Français ne sont pas hyper dupes. Exactement. On ne les manipule pas aussi facilement que ne pensent certaines chaînes de télé. Encore une fois, tnt.lemediatv.fr, on a besoin de vos dons. Est-ce que, donc, du coup, ma dernière question, c'est est-ce que tu vois des vrais projets économiques sur ces questions-là ? Est-ce que le débat, un peu question rhétorique, est à la hauteur des enjeux là ? Pour moi, il va y avoir 2 types de candidats. Ceux qui se soumettent finalement au discours dominant, c'est-à-dire qui ont peur. Mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont peur de leur ombre sur les questions économiques, surtout parce qu'ils ne s'y connaissent pas pour moi. Et donc ils vont dire, là on ne peut pas, la dette c'est quand même grave, le déficit c'est quand même grave, la retraite ça ne tient pas quand même, donc il faut que les Français travaillent plus. Tu vois, tous ces gens qui ont peur de leur ombre, et il y en a beaucoup, y compris à gauche. Moi, j'entends très bien ce qui se passe là au Parti Socialiste. Je trouve ça super sympa. Ils sortent tous des bouquins. Non, mais c'est vrai. Boris Vallaud, il sort des bouquins intéressants, expliquant des choses. Mais après, quand il va falloir passer à la caisse, il faut que ça tienne. Parce qu'à un moment, si on veut aller étendre la sphère du public, moi, je suis pour. Mais combien ça va coûter ? Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on a le courage après d'aller chercher dans la caisse ? Recettes, voilà, c'est ça, les recettes. Et puis même de dire, on va le faire, même si ça va augmenter un peu la dépense publique, ça tient, il n'y a pas de souci. Donc, il va y avoir ceux qui se soumettent au modèle dominant et donc qui ont peur de leur ombre, et donc qui ne peuvent proposer aux Français que des lendemains qui déchantent en réalité. Et ceux qui vont dire non, on peut changer le cadre et permettre à offrir aux Français un avenir beaucoup plus désirable. Et pour changer ce cadre, il y a plusieurs conditions. Il y a la condition, bien sûr, de la capacité technique, de la connaissance économique et du courage face à ce que, on va dire, le brouhaha ambiant médiatique dit et annonce être comme irréalisable. Ce qui est, en fait, dans la science économique, beaucoup plus, on va dire, fin que ce qu'on peut entendre dans les médias. Grâce à votre soutien, vous le savez, le média est de nouveaux candidats pour obtenir un canal TNT Île-de-France et peut proposer un véritable contre-discours sur vos écrans, on vient de le dire. Cette télé, c'est la vôtre et son avenir est entre vos mains. On a absolument besoin de vous pour nous faire des dons défiscalisables sur tnt.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.